Merci Patrick. Je parle avec le micro comme ça, c'est la première fois. J'espère que ça va. Vous me direz si c'est trop fort ou si le son convient. Merci. Merci. Alors, le titre de ma présentation, c'est La démocratie comme une forme de vie à l'école de l'Athènes antique. Être un Grec, ou tout au moins être un Athénien, est une manière d'être. Et vivre en démocratie, une forme de vie, une Lebensform. Voilà l'idée que je voudrais exposer devant vous et montrer en même temps l'importance primordiale de ce genre d'éléments pour la pérennité de la vie démocratique. Je partirai pour développer ce thème d'une déclaration d'Aristote au livre 5 des Politiques, livre dans lequel Aristote énumère les moyens qui sont susceptibles de faire durer au mieux les régimes politiques, quels qu'ils soient d'ailleurs, étant entendu que le maintien d'un régime est en général une bonne chose. Trop de changement n'est pas bon, même s'il peut se rencontrer des exceptions, comme le cas de la tyrannie. Est-ce qu'il faut maintenir une tyrannie? La question se pose. C'est dans ce contexte qu'il fait remarquer ce qui suit. Donc, je suis en 5.9, politique 5.9, 13.10 et suivante. Mais le plus efficace de tous les moyens dont on a parlé pour faire durer les constitutions, et qui est maintenant négligé par tous, c'est de prodiguer une éducation en rapport avec les différentes constitutions. Car on ne tirera aucun avantage des lois les plus avantageuses, euh, même si l'opinion en est admise par la totalité des membres de la communauté politique, si ces derniers n'ont pas été habitués, c'est-à-dire éduqués, pépaï de Ménoï, en lien avec la Constitution en question, si les lois sont démocratiques de manière démocratique et si oligarchiques de manière oligarchique. C'est votre texte numéro 1. Le passage a ceci de remarquable qu'il fait état de 3 niveaux d'intervention possibles pour les lois dans la vie des citoyens. Premièrement, le besoin de lois avantageuses. Deuxièmement, l'accueil favorable de ces lois par tous les citoyens, c'est-à-dire la bonne opinion qu'ils doivent tous avoir vis-à-vis de ces lois. Et puis troisièmement, l'habitude de vivre sous l'égide de telles lois, rendues possibles ou améliorées, disons, par l'éducation. Donc, il faut premièrement que ces dernières lois soient profitables et bonnes. Il faut deuxièmement qu'elles rencontrent l'assentiment de tous, mais même rendu à cette étape, la chose ne suffit pas. Il faut non seulement que les gens soient théoriquement, plutôt doxologiquement, d'un point de vue de la doxa, de l'opinion, d'accord avec les législations en cause, mais qu'ils soient par ailleurs rompus à leur usage, qu'ils soient habitués ou accoutumés à vivre ainsi que les lois en question le réclament. Le tout n'est pas simplement de savoir qu'il faut vivre ainsi et être en principe d'accord, mais d'être à même de le réaliser concrètement par habitude et donc comme naturellement, spontanément et sans désir de s'écarter de cette conduite. Être d'accord, ne serait-ce que théoriquement, avec la vie démocratique est déjà un acquis considérable. Aristote le reconnaît. Tout le monde ne se range pas forcément à cet avis. Certains considèrent au contraire que les idéaux démocratiques, liberté et égalité notamment, que l'on voit constamment mobilisés dans la littérature grecque sur le sujet, sont à rejeter et que c'est plutôt la valeur ou la richesse, par exemple, qu'il faudrait privilégier. C'est pourquoi, dans ce cadre, Aristote mentionne qu'il faut que, je cite, la totalité des membres de la communauté politique adopte le point de vue correspondant à ces lois. En réalité, quand il entre dans des explications plus détaillées, Aristote, son exigence est moins grande et de fait plus réaliste. Il faut, je cite, il faut, dit-il, et il précise qu'il s'agit là d'un principe universel, donc valable pour tous les régimes, il faut que la partie de la cité
qui veut maintenir la Constitution soit plus forte que celle qui ne le veut pas. C'est au livre 4. Qu'absolument tout le monde adhère à la Constitution est un cas idéal, une vue de l'esprit, même s'il faut y tendre. Dans les faits, si l'on prend l'exemple de la démocratie, l'on sait qu'un tel régime a suscité l'ire, parfois même la malignité et la haine d'une certaine partie de la cité. Le stagirite citant en exemple de cela un pacte célèbre entre des factieux d'obédience oligarchique où il s'agit pour les conjurés de s'engager à nuire au peuple autant qu'ils le peuvent. Je cite le texte numéro 2. Dans certaines oligarchies, ils jurent, et voilà le pacte, envers le peuple, je serai mal intentionné et déciderai tout le mal que je peux. Fin du pacte. Aristote continue, alors qu'il leur faudrait soutenir et faire mine de soutenir le contraire, en indiquant par des serments, je ne serai pas injuste envers le peuple. Politique 5.9, 13.6, vous avez la référence. Un serment aussi abominable peut nous paraître bien déroutant, mais l'on rencontre d'autres témoignages de ce type, comme cette épigraphe inscrite sur un monument funéraire dédié à Critias d'Athènes, le fameux oligarque leader des 30 en 403. On aurait représenté sur son tombeau une oligarchie tenant une torche et mettant le feu à la démocratie, et on aurait gravé l'inscription qui suit en souvenir des hommes valeureux qui, pour un temps, retinrent de la démesure l'exécrable peuple. Je ne veux pas m'étendre davantage maintenant sur l'épineux problème des factions et des haines politiques. J'y reviendrai plus tard, mais plutôt revenir à la question décisive du consensus et du mode de vie commun en démocratie. Comment décrire cette forme de vie? Quels en sont les traits distinctifs et nécessaires? J'en rapporterai 3. Premièrement, la reconnaissance de l'égalité et de la liberté de principe. Deuxièmement, le recours légitime à l'esprit critique. Troisièmement, une éducation appropriée. Je commence par le premier point, la reconnaissance de l'égalité et de la liberté. Le couple éleuthéroi-isoi, libre et égaux, est constitutif de la pensée démocratique grecque dès l'origine. J'en donnerai comme premier indice la description qu'en offre Aristote au livre 6, c'est votre texte numéro 3 que je vais lire. Le principe de base de la démocratie, dit Aristote, c'est la liberté. Entre parenthèses, c'est en effet ce qu'on a coutume de dire. C'est pas ce qu'Aristote forcément pense, c'est pas ce qu'il dit, c'est ce qu'il entend, c'est ce qu'on raconte. C'est ce qu'on a coutume de dire parce que c'est seulement dans une telle constitution que les citoyens ont la liberté en partage. C'est à cela que tend, dit-on, toute démocratie. Et l'une des formes de la liberté, c'est d'être tour à tour gouverné et gouvernant. En effet, le juste, selon la conception démocratique, c'est l'égalité numérique et non l'égalité selon le mérite. Un autre signe distinctif de la démocratie, c'est le fait de vivre comme on veut, todien os volitatis, car, disent-ils, toujours les mêmes gens, tel est l'effet de la liberté, étant donné que la servitude est de ne pas vivre comme on veut. Voilà donc la seconde caractéristique de la démocratie. De là est venue la revendication de n'être au mieux gouverné par personne. L'idéal, ce serait qu'on ne soit pas gouverné. Tout le monde s'entend là-dessus. Ou sinon, comme ce n'est pas possible, de l'être à tour de rôle. Et cela va dans le sens de la liberté fondée sur l'égalité. Il y aurait beaucoup à dire sur ce texte, mais je poursuis. Comme cela a été suggéré, Aristote n'est pas le seul ni le premier à parler en ce sens. Avant lui, on peut lire par exemple dans les Suppliantes d'Euripide la déclaration qui suit. Aux héros venus de Thèbes pour parlementer et qui demandaient en arrivant à Athènes quel maître en ce pays commande. Thésée répondit de but en blanc, dès le premier mot, tu es dans l'erreur étranger,
en cherchant ici un roi. Notre cité n'est pas au pouvoir d'un seul homme, elle est libre, son peuple la gouverne, ses chefs sont élus pour un an, l'argent n'y a nul privilège, le pauvre et le riche ont les mêmes droits. Suppliant 390 et suivant. C'est un texte évidemment bien connu. C'est dans le même sens qu'on peut lire aussi chez Thucydide, dans la fameuse oraison funèbre de Périclès, l'affirmation suivante: nous nous gouvernons dans un esprit de liberté, et cette même liberté se retrouve dans nos rapports quotidiens, d'où la méfiance est absente. Notre voisin se passe-t-il quelque fantaisie, nous ne lui en tenons pas rigueur et nous lui épargnons ces marques de réprobation qui, si elles ne causent aucun dommage matériel, sont pourtant pénibles à voir. Même si nous nous comportons de manière Mais si nous nous comportons de manière tolérante, anépactos, dans les relations particulières, dans la vie publique, nous évitons très scrupuleusement d'enfreindre les règles établies. Bon, de manière tolérante, c'est comme ça que traduisait Jacqueline de Romilly. Ce n'est pas la bonne traduction. Anépactos, ça signifie de manière non lourde, hein, de manière légère. Mais bon, on a compris ça comme étant de la tolérance, même si le concept, évidemment, est plus tardif. Vivre librement, c'est ainsi pouvoir s'exprimer sans entrave, non seulement à l'agora, c'est-à-dire dans l'espace public, mais dans ses rapports privés. Bref, c'est l'iségoria en même temps que la parésia, le franc-parler. Les deux aspects coexistant et se trouvant associés à Athènes, comme l'énonçait entre autres Démosthène, je cite le passage: partout le franc-parler est tellement à vos yeux le privilège de quiconque respire l'air d'Athènes, que vous l'avez étendu même aux étrangers, même aux esclaves. Oui, on voit ici l'esclave plus libre dans son langage que le citoyen dans d'autres républiques. Peut-être que mon ami Paulin Isman aura un autre point de vue sur les esclaves, mais nous y reviendrons. La liberté de parole est ainsi naturellement assortie au mode de vie démocratique. Dit autrement, on est si libre à Athènes qu'on peut même vanter Lacédémone, tandis qu'à Lacédémone, comme le fait remarquer ce même Démosthène, on ne peut vanter que Lacédémone, et c'est tout. Dans l'égalité démocratique, on ne souligne pas assez, réside aussi fondamentalement l'idée de la dignité. Priver un citoyen capable de la possibilité de participer à égale mesure à la vie de la cité constitue un opprobre et une sorte de déshonneur. Aristote le dit. Protagoras déjà notait que tous dans la cité doivent se conformer aux lois et il écrit, enfin, c'est ce qui est rapporté, qu'il commande ou qu'il soit commandé, archain kai archestai, c'est en 326 des 7 du Protagoras. C'est ici que l'on trouve, pour autant que je puisse voir, la toute première occurrence de ce doublet commander, être commandé, appelé à un grand usage dans la littérature politique postérieure et tout spécialement chez Aristote, qui en fait le caractère principiel de toute démocratie, cette rotation des charges entre celui qui commande et celui qui est commandé. Dans les politiques, au livre 1, Aristote écrit en effet que quand on exerce le pouvoir, je cite, selon les règles de cette science, qui fait que c'est tour à tour qu'on gouverne et qu'on est gouverné, archon kai archomenos, alors on est un homme politique. 1252 à 15. Leçon qui ressort de la toute première page, c'est la première page des politiques. Le pouvoir spécifiquement politique est celui qui s'exerce entre des individus égaux qui s'échangent leurs charges. Au livre 3, il note encore que, je cite, l'excellence d'un citoyen est de pouvoir bien commander et bien être commandé. Et c'est bien sûr dans ce même livre 3 qu'il pose comme définition, je cite, qu'un citoyen, de façon générale, c'est celui qui prend part au fait d'être gouvernant et gouverné. 1283, B42 et suivant. Or, le citoyen par excellence, le citoyen au sens plein du terme, c'est justement le citoyen démocratique, comme il l'explicite. Un citoyen au sens plein ne peut pas être mieux défini que par la participation à une fonction judiciaire
ou à une magistrature. 1275 à 22. Et Aristote d'ajouter, c'est pourquoi le citoyen tel que nous l'avons défini existe surtout en démocratie. Dans les autres régimes, il peut aussi se rencontrer, mais pas nécessairement. A contrario, les citoyens ailleurs qu'en démocratie ne sont pas honorés car, je cite, il est manifeste qu'entre des gens semblables et égaux, il n'est ni avantageux ni juste qu'un seul ait la souveraineté sur tous. 1288 A1. Dans cette mesure, et ça on ne l'a pas assez dit, la royauté, qui en principe est un régime droit pour Aristote, vous savez qu'il y a 3 régimes droits pour Aristote, la royauté, l'aristocratie et la politéia. Donc, la royauté, qui en principe est un régime droit pour lui, donc juste et correct, se révèle en fait souvent injuste. Mais l'aristocratie également, puisque elle aussi peut amener à frustrer injustement des gens aptes à participer aux affaires politiques. Quand on raconte à satiété qu'il y a 3 régimes droits chez Aristote, comme si l'histoire se terminait ici, mais c'est simplement faux. Par la liberté et l'égalité, la participation active de tous se trouve mobilisée et encouragée, et par là, la concurrence des points de vue possibles, laquelle est au fondement de la critique. J'en arrive ainsi à mon second point, la critique. Rien de tel que des exemples pour faire voir l'importance de l'esprit critique en démocratie, et j'en fournirai brièvement 2. En fait, je n'ai pas le temps j'en apporterai qu'un seul, mais j'en ai préparé 2, un chez Protagoras, l'autre chez Sophocle. Mais je parlerai que de Protagoras ce matin. Protagoras, le grand sophiste, est, comme on le sait, un réformateur social. Il prodigue des conseils, il enseigne le boulia, le bon conseil, à la fois aux individus, dans la gouverne de leurs affaires, et aux cités, afin qu'elles puissent améliorer leur législation. Il sait très bien que changer le regard sur les choses est une tâche extrêmement ardue, qu'il faut pour cela convaincre les citoyens d'abandonner leur vision présente, pas forcément fausse, mais disons moins efficace et bénéfique, pour adopter un autre point de vue. C'est ce que, dans le Théétète, Protagoras entreprend de faire en déclarant qu'il faut opérer le changement. Métablétéon, c'est un adjectif verbal d'obligation, qu'il faut opérer le changement. Je cite quelques extraits caractéristiques de ce point de vue qui est exposé en Théétète 166D et suivante, c'est votre texte numéro 4. C'est Protagoras qui parle, hein, que Platon fait parler ou laisse parler. Celui que j'appelle savant, c'est celui qui, pour l'un d'entre nous, auquel apparaissent et existent des choses mauvaises, opère le changement, métabalaye, pour qu'elles apparaissent et soient bonnes. Rappelle-toi par exemple ce qui en effet fut dit précédemment, qu'à celui qui est faible, paraissent amères les choses qu'il mange et le sont, tandis que pour celui qui est en bonne santé, elles sont et apparaissent contraires. Or, d'aucun d'eux, on ne doit le faire le plus savant, car ce n'est pas non plus possible. Pas plus que d'accuser celui qui est malade d'être ignorant, parce que telles sont ses opinions, et celui qui est en santé savant, parce que ses opinions sont différentes. Mais il faut opérer le changement, métablétéon. Changer l'une des deux dispositions, existe, car l'autre est meilleure. De la même façon aussi, dans l'éducation, on doit opérer le changement, métablétéon, à partir d'une autre disposition vers celle qui est meilleure. Mais l'un, le médecin, opère le changement par des remèdes et le sophiste par des discours. Car ainsi que sont les choses qui, à chaque cité, semblent justes et belles, telles aussi elles sont pour elle, cette cité, tant qu'elle l'estime. C'est une phrase très importante qui décrit ce qu'on peut désigner comme le holisme culturel. Mais le sage, à la place de chacune des choses tenues pour justes et belles, qui pour les gens sont pénibles, en fait être et paraître justes et belles des bénéfiques. Et pour la même raison, le sophiste aussi, capable de conduire de cette manière ceux qui reçoivent son éducation, est sage et digne de beaucoup d'argent de la part de ceux qui ont été éduqués.
Et c'est de cette manière à la fois que les uns sont plus sages que les autres et que personne n'a de fausses opinions. Et toi, que tu le veuilles ou non, il te faut supporter d'être mesure, anectéon anti métro, car c'est dans ces cas que cette thèse est sauve. Fin de citation. Ce que sous-entend l'explication de Protagoras, c'est que les hommes sont capables de remettre en cause leur conception initiale, qu'ils peuvent se réformer et qu'ils sont finalement maîtres, jusqu'à un certain point, de leur opinion sur les choses. Le sophiste invente, Protagoras, invente même pour signifier cela une formule sans précédent, à savoir que l'homme doit accepter, se résoudre, supporter, d'être mesure, anectéon anti métro. Le terme anectéon, il faut supporter, est un adjectif verbal d'obligation. Il représente un apax dans le corpus platonicien, c'est-à-dire qu'il n'est employé qu'ici, cette seule et unique fois. Et l'on peut bien imaginer que le terme provient effectivement du sophiste lui-même. Par conséquent, vivre démocratiquement implique justement cela, se faire soi-même mesure pour pouvoir questionner critiquement, remettre en cause, confier au débat, à la controverse, à la dispute, bref, à ce qu'on appelle en grec l'amphibétésis. Et c'est cette pratique de l'amphibétésis, de la controverse et du débat, qui est justement typique de la forme de vie démocratique et qui se révèle parfois si difficile à exporter, surtout quand l'autre partie refuse absolument de débattre, que ce soit pour des questions de croyances religieuses, de convictions politiques ou de préservation du pouvoir. À un certain moment, Aristote fait remarquer: or, ce que tout le monde recherche, de manière générale, ce n'est pas ce qui est ancestral, mais c'est ce qui est bon. C'est en Politique 2, 1269 à 3. Le principe est noble, mais malheureusement, il ne se vérifie pas toujours. Tout le monde n'est pas toujours prêt à discuter. L'expérience le montre. J'arrive à l'autre point sur la question de l'éducation appropriée. L'une des conditions essentielles de la vie démocratique est l'implication de tous dans la communauté civique, que tous se sentent concernés par elle et puissent s'y impliquer. 2 points à préciser tout d'abord. En premier lieu, il est d'entrée de jeu établi chez Protagoras, dans le Protagoras, que la techné politiquée, à cette techné politiquée, tous ont part, dit-il, tous participent de la techné politiquée, et non pas seulement quelques-uns. En second lieu, même si tous y participent à cette technique politique, la technique politique exige néanmoins un effort de la part des individus. Elle n'est pas toute fournie d'avance ou achevée d'emblée. C'est une disposition, une capacité qu'il faut développer et entretenir, nous dit Protagoras. Il le stipule sans embâche: la vertu, dit-il, s'acquiert par application et par apprentissage, ex epiméleias kai matheseos, et il est de fait possible de l'acquérir, de la perfectionner, et il existe une telle chose que la vertu politique. Il le dit plusieurs fois dans le Protagoras. Or, justement parce que la vertu s'enseigne, elle est paille de tête, l'éducation acquiert une importance primordiale dans la cité, une éducation non pas ici prodiguée par les soi-disant spécialistes, mais par tous, d'ailleurs en toute logique, puisque tous participent de cette capacité. Ce n'est pas qu'il y ait aucunement du savoir ou du contenu d'impliquer dans ce processus éducatif, mais il s'agit d'un savoir incarné, pratique, progressif, un savoir expérientiel, pourrait-on dire, conquis par l'observation et l'exercice continu, assorti d'admonestation et un savoir en même temps, le point est fondamental, que l'on pourrait dire communautaire ou collectif. Il est impliqué dans tous les aspects de la vie. La transmission de ce savoir empirique et pratique n'est pas le fait d'experts ou de savants, mais celle de tous les citoyens à tous les échelons et à l'égard de tous, sans exception. Bref, on apprend la bonne conduite, c'est-à-dire à agir dans le respect de telle ou telle pratique,
l'on apprend une manière d'être et de voir le monde, on s'assimile une forme de vie. Je cite le texte numéro 5, c'est Protagoras qui parle, dans Protagoras. Dès que l'enfant commence à apprendre le langage, la nourrice, la mère, le pédagogue, le père lui-même font effort sans relâche pour rendre l'enfant le meilleur possible. À propos de tout ce qu'il fait et de tout ce qu'il dit, il lui prodigue les leçons et les explications. Ceci est juste et ceci est injuste. Ceci est beau et ceci est laid. Ceci est pieux et ceci est impie. Fais ceci et ne fais pas cela. Si l'enfant obéit de lui-même, rien de mieux. Sinon, comme on redresse un bâton tordu et recourbé, on le redresse par des menaces et par des coups. Bon, peut-être que cette dernière phrase est indiscutable aujourd'hui. L'on a affaire à un apprentissage par exercice patient. Et alors, Protagoras de rétorquer à Socrate, c'est une phrase sublime, il dit, et après tout ce soin apporté à la vertu, en privé comme en public, tu t'étonnes, Socrate, et tu te demandes si la vertu peut s'enseigner. Il ne faut pas s'en étonner. Ce qui serait beaucoup plus étonnant, ce serait qu'elle ne s'enseigne pas. 326. Protagoras fait ainsi appel à un savoir pratique qui de fait se trouve répandu dans tout le corps social. Il parle encore, Protagoras, il dit, c'est comme si tu cherchais le maître qui nous a enseigné à parler le grec, tu ne le trouverais pas. Réparti ô combien subtil, c'est qu'en effet, tout le monde parle et enseigne le grec, chacun à sa manière, de la nourrice au grammairien, comme tout le monde enseigne la démocratie qui n'a pas véritablement de maître. Et Protagoras de remarquer encore, personne aujourd'hui ne se refuse à l'enseignement des choses justes et des lois, ni n'en fait mystère, comme c'est le cas des autres métiers. Car je crois que la justice et la vertu nous sont profitables réciproquement, et c'est pour cela que chacun expose à chacun et enseigne à chacun avec empressement les choses qui sont justes et les lois. 337 à 8. Nul mieux que Protagoras, me semble-t-il, n'a rendu sensible la nature tout à la fois multigraduée et multiforme de l'enseignement de la vie politique, cette tapisserie de la vie, Van Teppich des Lebens, pour reprendre la métaphore de Wittgenstein. Bref, ce tableau d'ensemble où toutes les parties se révèlent solidaires les unes par rapport aux autres. C'est la vie elle-même qui se vit et s'éprouve démocratiquement, c'est elle qui survit quand les institutions parfois chancellent, se transforment ou font défaut, et c'est elle également, l'expérience l'a montré, qu'il est si difficile de transmettre à ceux qui n'en ont ni l'habitude ni l'usage. Car l'enseignement n'implique pas que des contenus, mais une manière d'être, un ethos, un mode de conduite, comme l'exprime Protagoras lui-même, qui souligne que l'on prend bien davantage soin, je cite, de la bonne tenue, l'eukosmia, de la bonne tenue de l'enfant que de l'apprentissage des lettres ou de la cita. C'est plus important. 325e. L'on ne saurait mieux dire, l'apprentissage de la vertu est d'abord l'apprentissage d'une forme de vie, d'une Lebensform. Cette sensibilité au quotidien de l'agir démocratique est bien mise en évidence aussi par Aristote quand il déclarait que une constitution est une sorte de vie, biostis, une sorte de vie pour la cité. On vit au rythme de cette constitution. Et quand il insiste pour dire que le meilleur moyen de préserver une constitution, on l'a vu, c'est de prodiguer une éducation conforme à elle, c'est-à-dire démocratique, si les lois sont démocratiques. J'en arrive à ma conclusion. Aujourd'hui, les conditions de la vie démocratique ont-elles radicalement changé? Des dissidents et des factieux, il est certain qu'il en existait déjà du temps du stagirite, on l'a vu. De même que le divers irréductible des opinions des citoyens, et sans aucun doute la méfiance
vis-à-vis des étrangers, je n'ai pas eu le temps d'en parler, ces derniers étant parfois ressentis comme constituant une véritable menace. Mais il y a un péril pour la vie démocratique contemporaine qui ne me paraît guère avoir eu de correspondant dans l'Antiquité, c'est le fanatisme, et notamment le fanatisme religieux. Dans une brève enquête que j'ai faite récemment concernant la haine politique, j'ai cru reconnaître que celle-ci était essentiellement cela, haine politique. Le langage de la haine en Grèce antique vise habituellement des catégories bien circonscrites de personnes, comme les pauvres, les riches, les puissants, les opposants politiques, les guerriers qui sont des ennemis. Dans la littérature que j'ai pu consulter, mais je parle avec une certaine réserve malgré tout, la haine vise par excellence les cités ennemies ou leurs membres, ou encore ceux qui pactisent avec eux, et dans une moindre mesure les opposants politiques eux-mêmes à l'intérieur de la cité. Mais assez étonnamment, je n'ai trouvé aucune expression de haine visant des races en tant que telles, des croyances religieuses ou des peuples particuliers. Si je me réfère à un document de l'UNESCO récent, je vois que c'est de cette manière-ci qu'on décrit la haine. Je cite ce document de l'UNESCO: tout type de communication, qu'il s'agisse d'expression orale ou écrite ou de comportement, constituant une atteinte ou utilisant un langage péjoratif ou discriminatoire à l'égard d'une personne ou d'un groupe en raison de leur identité, en d'autres termes, de l'apparence religieuse, de l'origine ethnique, de la nationalité, de la race, de la couleur de la peau, de l'ascendance du genre ou d'autres facteurs constitutifs de l'identité. C'est ce que décrit ce document. Le plus proche en Grèce antique de ce genre d'attitude serait, selon moi, sans doute comme facteur constitutif de l'identité, la haine de certains discours politiques du fait de leur orientation. Par exemple, la haine que j'appellerais de nature idéologique. Par exemple, la haine de l'idéologie égalisatrice, une idéologie typiquement démocratique que des nantis pouvaient avoir éprouvé effectivement. Mais des menaces du vivre ensemble pour des raisons d'orientation religieuse motivées par une sorte d'exclusivisme religieux, je n'en ai pas vu d'exemple dans la littérature que j'ai pu parcourir. Or, il est bien évident que l'exclusivisme religieux, ou tout exclusivisme d'ailleurs idéologique, rend difficile ou très problématique la reconsidération des choses auxquelles Protagoras déjà nous exhortait en déclarant qu'il faut opérer le changement d'une disposition vers une autre. En conclusion, on peut dire que les démocraties sont aujourd'hui confrontées à des défis dont les anciens nous ont, pour beaucoup d'entre eux, certes préparés, mais pas pour tous, ce qui ne ferme évidemment pas la porte à la quête possible de nouvelles solutions. Je vous remercie de votre attention.